Dans cette guerre d'agression imposée à la République démocratique du Congo, l'option diplomatique reste d'actualité. Sur qui peut compter le pays de Lumumba face à cette situation? Lors de sa dernière réunion, la SADC a réitéré son soutien à la RDC. Qu'en est-il des autres organisations dont Kinshasa est membre? Plusieurs Congolais restent cependant sceptiques quant à une solution diplomatique à cette crise. La situation sécuritaire à Goma, épicentre des tensions entre la République démocratique du Congo et le Rwanda, continue de se détériorer. Face à l'agression du M23 soutenue par Kigali, Kinshasa a choisi d'intensifier son offensive diplomatique sur la scène internationale, notamment au Conseil de sécurité de l'ONU. La question qui se pose est de savoir si la diplomatie pourra réellement résoudre cette crise ou si elle risque d'être dépassée par le dynamique militaire et géopolitique en jeu. Plus que jamais, nous devons trouver une solution politique. J'appelle donc la RDC et le Rwanda à poursuivre les négociations politiques dans le cadre du processus de Luanda. Concrètement, j'appelle aussi le Rwanda à retirer ses forces du territoire congolais, à cesser son appui au M23 et à déployer au plus vite ses délégués dans le mécanisme de vérification ad hoc renforcé pour compléter les effectifs de l'Angola et de la RDC. Depuis le début de son mandat, le président Félix Tshisekedi a fait de la diplomatie un levier essentiel pour renforcer la position de la RDC face aux défis sécuritaires. Son approche repose sur deux axes principaux. L'internationalisation du conflit. En dénonçant activement le soutien du Rwanda au M23 sur la scène internationale, Félix Tshisekedi cherche à isoler Kigali et à obtenir un consensus global sur la nécessité d'une pression accrue contre Paul Kagame. Pour son soutien au groupe terroriste du M23 et à un de ses hauts responsables impliqués dans les aventures criminelles au Congo. Pour rappel, ce groupe terroriste supplétif du Rwanda ne respecte aucun des engagements conclus par les chefs d'État de la région dans les cadres des processus de Luanda et de Nairobi. En effet, non seulement ils n'ont pas quitté les positions conquises, mais ils continuent à massacrer nos populations civiles et refusent le pré-cantonnement et le cantonnement, exigeant un dialogue qui ne leur sera jamais accordé. Cette stratégie a conduit à plusieurs résolutions du Conseil de sécurité appelant au retrait du M23 et à des sanctions contre ses soutiens. Le renforcement des alliances régionales. Kinshasa a multiplié les rapprochements avec ses voisins et organisations régionales, notamment la communauté de développement de l'Afrique australe SADC, qui a déployé une force militaire pour soutenir les FARDC. Le président sud-africain Cyril Ramaphosa joue un rôle central dans la médiation régionale. Membre influent des BRICS, Brésil, Russie, Inde, Chine et Afrique du Sud, il représente un acteur clé capable d'équilibrer les intérêts occidentaux et ceux des puissances émergentes en Afrique. L'Afrique du Sud a historiquement entretenu des relations stratégiques avec la RDC et le Rwanda, ce qui place Ramaphosa dans une position délicate mais influente. Son engagement au sein de la SADC et ses liens avec la Russie et la Chine offrent à Kinshasa une alternative diplomatique face aux pressions occidentales, tout en maintenant un dialogue avec Kigali pour éviter une escalade incontrôlable. La RDC, riche en minerais stratégiques comme le cobalt et le coltan, est au cœur d'un affrontement économique et géopolitique entre les BRICS et les puissances occidentales. Les BRICS cherchent à sécuriser leur accès aux ressources naturelles de la RDC et à renforcer leur influence sur le continent. Les Occidentaux, États-Unis et Union européenne, veulent à la fois garantir leur approvisionnement en minerais critiques et contenir l'influence grandissante de Pékin et Moscou en Afrique centrale. Ces tensions exacerbent la crise en rendant plus difficile la mise en place d'un consensus international sur une solution durable, chaque camp ayant des intérêts contradictoires dans la gestion du conflit. Face à cette complexité géopolitique, le président Félix Tshisekedi a appelé à l'unité nationale. Il exhorte les Congolais à se mobiliser pour soutenir l'effort de guerre tout en restant vigilants face aux ingérences étrangères. À tous nos compatriotes, dans chaque province,
chaque ville, chaque territoire et chaque village, ainsi que ceux de la diaspora, sans distinction d'appartenance ethnique ou politique. Unissons nos efforts. Apportons un soutien indéfectible, moral et matériel à nos vaillants soldats. Mobilisons-nous comme un seul homme pour défendre notre souveraineté et sauvegarder notre intégrité territoriale. Cette unité est d'autant plus nécessaire que les pays doivent faire face non seulement à l'agression extérieure, mais aussi aux défis internes liés à la gouvernance et à la consolidation démocratique. L'engagement de la diaspora congolaise et du secteur privé est crucial pour renforcer la résilience du pays dans cette période critique. La réponse diplomatique de la RDC s'appuie sur plusieurs institutions internationales. La SADC, cette organisation régionale, a décidé d'envoyer une force militaire pour appuyer les FARDC dans la lutte contre le M23, marquant un engagement concret en faveur de Kinshasa. La MONUSCO, critiquée pour son inefficacité, la mission onusienne reste néanmoins un acteur clé, bien que son retrait progressif soit en cours. L'Union européenne, elle, a récemment annoncé des sanctions contre certains responsables rwandais liés au soutien du M23, tout en maintenant une pression diplomatique sur Kigali. L'EAC, Communauté d'Afrique de l'Est, bien que la RDC en soit membre, son engagement dans la gestion des conflits a été jugé insuffisant par Kinshasa, ce qui a conduit à un désengagement progressif du processus de Nairobi au profit d'une approche plus musclée de la SADC. Le Conseil de sécurité de l'ONU, lors d'une récente réunion, la ministre des Affaires étrangères Thérèse Kayikwamba a plaidé en faveur d'une condamnation ferme du Rwanda et d'un soutien accru à l'armée congolaise. Son intervention a mis en lumière la nécessité d'une approche plus proactive des Nations Unies face à l'agression dont elle est victime, la République démocratique du Congo. D'une gravité inouïe se déroule sous les yeux du monde. De nouvelles troupes rwandaises ont franchi les bornes 12 et 13 du poste frontalier séparant Goma de Gisenyi, pénétrant sur notre territoire en plein jour, dans une violation ouverte et délibérée de notre souveraineté nationale. C'est une agression frontale, une déclaration de guerre qui ne se cache plus derrière des artifices diplomatiques. Si la diplomatie est essentielle pour éviter une escalade plus large du conflit, elle se heurte à plusieurs obstacles. L'entêtement de Kigali. Kigali continue de nier son implication dans la crise malgré les preuves accablantes de son soutien au M23. Les intérêts divergents des puissances mondiales, la rivalité entre le BRICS et l'Occident complique la mise en place d'une solution unifiée. Les initiatives de l'EAC ont montré leurs limites et seule une réponse plus ferme comme celle de la SADC semble avoir un impact réel sur le terrain. La pression diplomatique exercée par la RDC est un élément clé dans la gestion de la crise, mais elle ne suffira pas à elle seule à ramener la paix. Sans une volonté politique internationale forte pour sanctionner le Rwanda et renforcer les capacités des FARDC, le conflit risque de perdurer. Monsieur Tetika, vous avez suivi ce dossier. Finalement, sur qui la RDC peut-elle compter? Bon, Parmi ses partenaires, bien sûr. Oui, avant de répondre à votre question, je vais profiter pour féliciter un peu Madame, notre ministre des Affaires étrangères, Madame Kayikwamba, qui a, pour sa combativité, vous savez, c'est pas facile hein, de faire ce qu'elle a fait là, réussir à réunir en si peu de temps le Conseil de sécurité. En tout cas, voilà une femme au moins qui mérite un peu son poste dans ces gouvernements. J'en profite aussi pour féliciter aussi l'honorable Tundula, que j'ai suivi dernièrement sur RFI pour ses analyses. Bon, je me dis, voilà, c'est parmi les gens, des experts qu'on pouvait toujours Il est actuellement président de la commission Relations internationales au Sénat. Au Sénat, oui. Voilà des gens qu'on pouvait toujours avoir, on doit toujours avoir comme experts dans des négociations qui viendront aussi avec les autres. Bon, on va en parler, oui. Avec ceux avec qui on doit avoir une négociation. Donc voilà, non, la voie diplomatique, elle est nécessaire. Il faut continuer sur la voie diplomatique. Quand bien même que ça ne produit rien. Il est clair que, vous savez, avec les Européens, c'est du « je t'aime, moi non plus ». Ils n'ont jamais été très francs, je comprends. Avec les Africains, l'EAC,
il ne faut pas trop y compter, parce qu'on voit bien, vous avez vu comment le président Ruto a tout de suite sauté sur l'occasion pour essayer de mettre sur la même table le lendemain le président congolais et le président rwandais, une façon de nous dénigrer en quelque sorte. Donc, je pense que la SADC, par contre, nous devons compter avec la SADC, parce que moi j'étais très content de ce qui s'est passé à Harare, la décision qu'ils ont prise cette fois-ci, de faire une réunion conjointe, c'est-à-dire que SADC et EAC, pour qu'on se dise des choses en face. Parce que l'EAC, pour lui, le Rwanda n'y est pas, c'est un problème congolo-congolais, donc il faut que le Congo traite avec le M23. Or, la SADC a compris que non, il y a comme tout le monde, d'ailleurs, qu'il y a une ingérence rwandaise claire et il y a même une violation, c'est-à-dire de l'intégrité congolaise par le Rwanda. Donc, nous devons continuer à nous appuyer sur la SADC. L'EAC, il faut l'oublier. Il faut l'oublier. Mais il y en a qui pensent que nous sommes isolés. Non, je ne pense pas. On n'est pas aussi isolés qu'on le croit. On n'est pas ici isolés. Vous avez suivi d'ailleurs aux Nations Unies, vous avez vu le Burundi, avec qui nous partageons presque le même problème en soi. Donc vous avez vu le Burundi qui nous a beaucoup défendu, vous avez suivi la Chine aussi, vous avez suivi l'Afrique du Sud. Les États-Unis aussi. On n'est pas si, même les États-Unis, on n'est pas si isolés que ça. Et puis, moi, j'ai vu l'interprétation que les gens ont fait de la réponse que le président Trump a donnée quand on lui a parlé, on l'a posé cette question. Certains disent, oh non, mais il a négligé. Non, mais il doit quand même prendre le temps de tout comprendre, tout analyser et donner une décision. D'ailleurs, moi, j'ai trouvé ça beaucoup plus intelligent. Et surtout que c'était juste... c'était un point de presse, le point de presse voulait lié au crash. Voilà. Justement au crash. Voilà. Ça n'avait rien à voir avec d'autres... Ça n'avait rien à voir avec... Exactement. Donc, je pense que sa réponse n'est pas comme beaucoup l'interprètent. Oh non, il est négligé. Non, non, au contraire. Moi, je me suis dit, il veut se donner vraiment le temps de comprendre et décider. Et il a dit clairement que lui, il vient pour terminer les différentes guerres. Il comprend plus facilement que les démocrates. Hein. Enfin, pas comprendre, même les démocrates comprenaient, mais les démocrates prenaient parti clairement pour le Rwandais. Donc ça, il faut qu'on se le dise. Et puis, il faut voir aussi l'environnement international. Vous savez, à chaque époque, il faut étudier l'environnement international. Aujourd'hui, on était on est passé des groupes bipolaires à aujourd'hui. Multipolaire. Maintenant, c'est multipolaire. Et puis, vous voyez clairement qu'il y a certains points qui plaident un peu en notre faveur. L'arrivée des travaillistes en Grande-Bretagne, vous avez vu quelle a été la première décision? C'est d'annuler le contrat que l'Angleterre avait pris avec le Rwanda sur les immigrés les clandestins qu'on devait refouler là-bas. C'est un bon point pour... donc on sent que ce gouvernement-là, et il a même menacé de couper son aide. Vous voyez ce qui s'est passé avec l'Allemagne. Aujourd'hui, la France, bien qu'elle a toujours été spécialiste en position ambiguë, mais on sent que à l'intérieur même de la France, il y a des voix maintenant qu'on n'entendait pas avant, qui sortent aujourd'hui. Vous avez suivi Marine Le Pen. Mélenchon, vous avez suivi Marine Le Pen. Ce ne sont pas des moindres, ce sont quand même des hommes politiques français de premier rang qui ont quand même dénoncé ouvertement. Et vous avez suivi, j'ai vu dans le Parlement belge ou quoi, des députés, même au Parlement français, qui aujourd'hui commencent à faire ce qui ne se faisait pas avant. Donc la France aujourd'hui, malgré son ambiguïté traditionnelle, donc commence un peu, elle aussi, à comprendre un peu les choses telles qu'on le voit. Donc aujourd'hui, sincèrement, les choses changent quand même. Donc on n'est pas aussi isolé que ça. Le mérite du président Tshisekedi, c'est d'avoir vraiment mis ces histoires sur la table, comme on dit. Kagame jouait à couvert, il se couvrait. Mais aujourd'hui, tout le monde sait que non, il fait ça, il fait ça, il fait ça. Donc je pense que nous devons continuer par la voie diplomatique, tout en n'oubliant pas qu'à la voie diplomatique, il faut toujours associer d'autres voies. La voie militaire. La voie militaire et tout, pour ne pas être surpris ou tout ça. Donc voilà, je pense qu'on n'est pas aussi isolé et nous pouvons toujours compter sur
des amis sur la SADC, sur l'environnement international aujourd'hui. Il faut bien l'étudier. Vous comprenez que les choses ne sont plus la même façon. Même les États-Unis, surtout, c'est plus la même chose. Hein. C'est pas Biden qui est au pouvoir aujourd'hui. Donc, on peut comprendre que avec les Républicains, nous pouvons quand même faire quelque chose. Donc voilà.